C'était clairement un Raw basé sur la qualité sur le ring. Et franchement, on va pas s'en plaindre. Salut à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le récap de Raw du 4 décembre 2023. Le show qui s'ouvre avec Drew McIntyre qui nous souhaite bien évidemment la bienvenue. Il nous dit que Raw est le show où tout le monde semble perdre la tête. Tout le monde fait n'importe quoi, on peut se faire licencier, partir et revenir et se faire pardonner instantanément. Il parle bien évidemment de CM Punk et le public l'a bien compris, va chanter CM Punk, CM Punk. McIntyre dit que Seth Rollins aurait pu donner un match de titre à n'importe qui, mais l'a donné à Jey Uso, quelqu'un qui l'a battu il y a quelques semaines. Alors il lui a donné un bon coup sur la tête à Rollins. En parlant de Jey, impressionnant. Il peut s'excuser. Il a été voir Randy la semaine dernière, la queue entre les jambes pour s'excuser. Le temps de Jey arrivera, ne t'inquiète pas. McIntyre veut nous parler de Sami Zayn et Sami Zayn va venir et il va pouvoir lui dire tout en face. McIntyre pensait que lui et Sami Zayn étaient semblables, mais pas du tout. Sami est la seule personne au monde qui mérite d'être arnaquée par la Bloodline. Sami était dans la Bloodline, le petit chien de poche du groupe, et Sami a décidé de trahir la Bloodline. Qu'est-ce que pensait Sami? C'était totalement mérité. Sami dit qu'il s'est trompé. Il croyait être comme Drew McIntyre, mais plus il entend Drew McIntyre parler, plus il comprend qu'ils sont totalement différents. Il n'est pas quelqu'un qui pointe du doigt les échecs des autres. Lorsqu'il a perdu devant sa famille, il est resté motivé afin d'avoir la victoire au main event de WrestleMania. Alors lui, il a eu sa vengeance, il a eu la chance de rendre sa famille fière. Est-ce que Drew a fait la même chose ? Drew dit que l'un des deux ne pourra pas partir en marchant ce soir et il demande un arbitre. On va avoir un match entre les deux directement. McIntyre ne peut pas attendre. Mais déjà, revenons sur cette promo qui était génialissime. Encore une fois, le personnage de McIntyre qui est certes à tendance heel, mais qui quand même dit énormément de vérité. Je veux dire, sur le fait que Sami Zayn était un membre de la Bloodline, s'est retourné contre la Bloodline. Bref. C'est factuel, donc on peut comprendre les points de McIntyre, c'est ce qui fait de lui un personnage hyper intéressant et hyper nuancé, et c'est ce que j'adore chez lui. Le match va durer presque 15 minutes, c'était génialissime, on a un public qui va bien évidemment chanter This is awesome, un public qui va se régaler, un public à fond derrière Sami Zayn, donc ça permet de voir un Drew McIntyre heel qui va d'ailleurs pendant ce combat clairement mettre en avant sa tendance à être un mauvais gars, clairement. Mais ouais, il y a beaucoup d'enchaînements pendant ce match que j'aime énormément. Je pense à un Spinebuster porté par Drew McIntyre qui va directement enchaîner avec un tombé, puis une énorme powerbomb sur Sami Zayn. C'était fantastique. Et ce que j'aime, comme je l'ai dit, c'est la construction. On a un Sami Zayn qui, à un moment donné, va se faire mal, va se blesser au niveau du genou. Et bah, cette blessure, on l'oublie presque. Parce que McIntyre ne s'acharne pas dessus. Jusqu'au moment où McIntyre sent qu'il doit s'acharner dessus pour remporter ce combat. Et c'est ce qu'il va faire. Il va se jeter sur la jambe de Sami Zayn, puis porter son Claymore. 1, 2, 3, victoire de McIntyre. Excellent combat. Vraiment, c'était très très bon. Après le combat et en backstage, McIntyre va s'en prendre à Sami Zayn, va lui attaquer la jambe à nouveau. On a un Jey Uso qui va venir ensuite aux nouvelles. Est-ce qu'on va pas nous écarter Sami Zayn quelques semaines des écrans de la WWE en nous vendant une blessure? C'est fort probable. Mais là, clairement, je parlais d'un personnage nuancé pour McIntyre. Attaquer quelqu'un en backstage par derrière alors qu'il est blessé, bon, ça ressemble quand même de plus en plus à un heel, mais c'est un heel hyper intéressant. Nia Jax fait face à Shayna Baszler, un match qui va durer assez longtemps, quasiment 10 minutes, on va leur laisser du temps. Et j'ai plutôt apprécié ce combat. Franchement, j'ai bien aimé ce match. Je dois le dire encore une fois, j'ai bien aimé la prestation de Nia Jax. Voilà, vous le savez, hein. Encore une fois, je le répète, je ne suis pas le plus grand fan de Nia Jax sur le papier. Mais quand c'est bon, en tout cas quand j'apprécie, je le dis, tout simplement. Et là, j'apprécie son travail, j'apprécie ses efforts. Il y a une seule chose que je déteste, par contre, c'est vraiment, ça m'est apparu, mais très fortement pendant ce combat, c'est le fait qu'elle crie à chaque fois qu'elle porte une prise ou un coup. Vraiment, pendant ce combat, ça m'a
sortie du match à certains moments, vraiment, à chaque fois qu'elle porte une prise, un coup, elle crie. Et c'est la seule à faire ça, tout simplement. Et j'avoue que ça m'a énormément agacé. Je sais pas si elle le fait tout le temps ou je l'ai remarqué seulement maintenant, je ne sais pas. J'ai trouvé ça vraiment très gênant, très gênant. Mais on a un bon combat, je trouve, avec une Shayna Baszler qui n'est pas la plus grosse des babyface. Elle n'a pas énormément de soutien, mais elle arrive un tout petit peu à avoir le soutien du public, donc c'est important. Elle va réussir à revenir dans ce match à plusieurs reprises, alors que Nia Jax l'écrase de tous les côtés, la détruit réellement, mais ça ne va pas suffire et Nia Jax va l'emporter. Après le combat, on a Becky Lynch qui va se pointer. Les deux ont une petite interaction avant le combat. Clairement, tu sens que la prochaine challengeuse de Rhea Ripley sera Nia Jax ou Becky Lynch, ou les deux, à voir. Mais encore une fois, on a ce travail dans cette division féminine qui me plaît beaucoup. Imperium font face à DIY, un match au meilleur des 3 tombées. Et j'en parlais les dernières semaines. Je voulais que cette histoire entre ces deux équipes se termine et possiblement avec un gros combat, peut-être une stipulation. Et on l'a, même si, je dois être honnête, on a 10 minutes de combat et les 2 premiers tombés qui sont effectués ne m'intéresse pas et en tout cas n'apporte pas grand chose au combat. On a la classique, les heals qui vont remporter le premier tombé. Faudrait voir les statistiques, voir à quel point c'est systématique que les heals remportent le premier tombé dans n'importe quel type de match. C'est assez fou, vraiment, j'ai l'impression que c'est toujours le cas. Finalement, le deuxième tombé va être remporté par DIY et donc on se retrouve à 1-1 et là ça devient intéressant. Là, on entre réellement dans un gros combat. On peut oublier les 2 tombés précédents, vraiment qui ne servent pas à grand chose et surtout en termes de in-ring, n'avaient pas apporté grand chose, je trouve. Donc on arrive sur ce 3e tombé et là, ok, c'est du sérieux. Là, les prises s'enchaînent. On a un Giovanni Vinci qui va être vraiment excellent dans ce match, qui va nous faire une nouvelle fois son springboard moonsault où il rebondit sur 2 cordes avant de porter ce moonsault. C'est impressionnant, c'est magnifique, c'est majestueux. J'adore cette prise, j'adore la manière dont il s'envole. Mais finalement, DIY vont réussir à s'en sortir avec un Gargano et un Ciampa qui arrivent à être un minimum over du côté de Raw et ça c'est quand même très positif. Victoire donc de DIY qui avance tranquillement dans cette division et qui avance aussi dans le cœur du public et ça je pense que c'est le plus important. J'espère que cette histoire entre ces deux équipes est réellement terminée et encore une fois on voit les tensions entre Vinci et Kaiser. Ouais, ça s'arrange vraiment pas entre les deux. Katana Chance et Kayden Carter font face à Natalya et Tegan Nox, un match qui va durer 6-7 minutes, hein. Là aussi on laisse du temps au combat. J'ai trouvé ça un peu confus, un peu maladroit à certains moments, même de la part de Natalya, bref, de quelqu'un d'expérience. Je trouve que c'était assez confus, c'est pas très beau à certains moments, mais encore une fois, Katana Chance et Kayden Carter qui, elles aussi, ont des approximations dans ce match, eh bien, font réagir le public parce qu'elles ont des prises impressionnantes, parce que c'est une réelle équipe qui travaille en équipe. Ça peut paraître bête, mais de l'autre côté, je ne vois pas une équipe qui travaille. Entre Natalya et Tegan Nox, je vois 2 individualités qui travaillent ensemble, mais je ne vois pas une réelle équipe. Voilà, de l'autre côté, je vois une vraie équipe qui va même remporter ce match. Honnêtement, je m'y attendais absolument pas quand il y a eu le compte de 3. D'ailleurs, c'est un peu confus avec la caméra et l'arbitre est devant. Bref, c'est un bordel, je trouve. Confus de A à Z ce combat, mais victoire de Katana Chance et Kayden Carter qui après vont s'en prendre à Piper Niven et à Chelsea Green, surtout à Chelsea Green, et elles vont être dans la course vers le titre. Maintenant, je sais que beaucoup le réclamaient en commentaire depuis des semaines et des semaines, voire des mois, et bah ça va arriver et tant mieux. J'espère qu'elles feront de plus grandes performances que cela. Je pense que ça arrivera, bien évidemment, elles ont énormément de talent, mais je suis content parce que on doutait un peu de leur booking et là elles vont être possiblement dans la course vers les titres, ou en tout cas, elles vont être mises en avant, et ça me plaît. Cody Rhodes est sur le ring, il nous dit que la première fois qu'il a vu le Green Mist, il était un petit garçon, il était terrifié par le Great Muta. Maintenant qu'il l'a expérimenté en personne, sa peur comme enfant était bien justifiée. Cody dit qu'il aurait dû écouter les indices que Shinsuke Nakamura lançait chaque semaine. Il savait qu'il allait avoir une grande cible sur le dos en se déclarant pour le Royal Rumble match, mais il est prêt. Nakamura a son attention, Nakamura a l'attention des fans, alors Nakamura peut sortir de l'ombre et venir s'exprimer, ou bien Nakamura peut venir sur le ring pour se battre. Nakamura ne va pas venir, mais une vidéo va se lancer. Encore une fois, il va parler en japonais, ce sera traduit.
Nakamura dit qu'il a fait brûler les yeux de Cody, mais ce soir, il va les ouvrir. Il va montrer à Cody ce qu'il ne voit pas. Les deux ont le même chemin, lui aussi a monté la montagne pour aller à WrestleMania, lui aussi a été en mesure de voir le sommet, mais lui aussi a perdu. Ils ont subi la même humiliation, ils ont une page de leur livre à compléter. Cody l'a éveillé et inspiré à revenir en force. Il n'a jamais eu la chance de finir son histoire, alors il va finir celle de Cody. Cody va dire qu'ils n'ont pas la même histoire, il n'a aucun respect pour Nakamura. Ce n'est pas son histoire d'éviter le combat. S'ils sont pareils, Nakamura doit le prouver. Excellente promo et c'est la promo que j'attendais. C'est la promo que j'attendais pour voir quelle était la raison de cette attaque de Shinsuke Nakamura. Et la raison me convainc réellement. Les deux ont clairement le même chemin. Alors la finalité n'a pas été la même à WrestleMania. Bien évidemment, les interventions de la Bloodline pour Cody Rhodes, c'était clean pour Shinsuke Nakamura. Mais j'aime bien l'histoire qui est écrite et le côté « tu n'as pas fini ton histoire, je vais finir ton histoire pour toi ». J'aime beaucoup ce départ, on va voir où ça va aller bien évidemment, mais c'est un programme d'attente, encore une fois pour Cody Rhodes, dans cette période de décembre, janvier, avant le Rumble, avant Chamber, avant WrestleMania. Mais je trouve l'idée vraiment très pertinente. Les Creed Brothers font face à JD McDonagh et Dominic Mysterio. Les Creed Brothers qui sont les challengers numéro 1 au titre de champion par équipe du Judgment Day, mais plutôt de Damien Priest et de Finn Balor. Ils affrontent donc l'autre partie du Judgment Day, un match qui va durer là aussi un peu de temps, 7-8 minutes, on leur laisse du temps. A noter la présence de R-Truth pendant ce match, qui va regarder ce combat, qui surtout est dans pas mal de segments avec le Judgment Day en backstage. Encore un ce soir qui était vraiment très drôle. C'est le genre de segment que j'ai pas vraiment envie de vous décrire ou quoi que ce soit, parce que c'est de l'humour. Décrire de l'humour, décrire des blagues, bah, c'est pas drôle tout simplement, donc juste allez voir tout simplement ces segments, parce que sinon c'est pas drôle, tout simplement. Mais on a un bon combat, et surtout, moi ce qui m'intéresse, c'est pas la partie technique des Creed Brothers. Je sais que techniquement, ils sont forts, et ils ont prouvé qu'ils sont capables d'avoir des grands combats. Mais c'est plutôt à quel point ils vont se connecter avec ce public de Raw, avec ce grand public, et je trouve que ça fonctionne plutôt pas mal, parce qu'ils ont des prises impressionnantes, ils sont souriants, ils sont plutôt cool, tout simplement. Et bah ça plaît au public. À voir combien de temps, bien évidemment, je pense que ce personnage de babyface un peu fade, entre guillemets, ne plaira pas sur la longueur, mais en tout cas, ce qu'ils font sur le ring, ça plaît, surtout ce que fait Julius. À chaque fois que Julius est sur le ring, il y a une petite excitation de la part du public, et ça se comprend. Les Creed Brothers vont bien évidemment l'emporter, continuent leur marche en avant, et maintenant, ça sera bientôt un match pour les titres. D'ailleurs, je ne sais pas quand il aura lieu, je crois pas que ça a été annoncé. Et le main event, Seth freaking Rollins défend son titre de champion du monde poids lourd face à main event Jey Uso. Un combat qui va durer plus d'une quinzaine de minutes, et surtout un combat qui était hyper important sur le papier pour Jey Uso. Parce qu'il faut le savoir, cela faisait 14 ans, jour pour jour, que Jey Uso avait signé la WWE, donc une date particulière. Et surtout, cela faisait 14 ans, jour pour jour, que Umaga, son oncle, nous avait quitté. Donc un jour très particulier pour Jey Uso. Et franchement, il lui a bien rendu hommage. C'était un super main event, un incroyable combat. Vraiment, j'ai trouvé ça génialissime. Et il y a ce genre de combat où au bout de 2-3 minutes, tu le sens ou pas. C'est-à-dire que tu le sens dans le sens alchimie ou non. Tu sens qu'il y a quelque chose entre les deux superstars. Tu sens que ça va aller. Tu sens que ça peut aller plus loin. Et là, au bout de 3-4 minutes de combat, je me dis, ok, il y a une alchimie. Il y a un vrai truc entre les deux. Il faut savoir que les deux ne se sont pas affrontés en 1 contre 1, je crois, depuis 2016 ou quelque chose comme ça. Donc vraiment, il y a un vent de fraîcheur avec ce combat-là. En plus, c'est deux babyface qui s'affrontent. Plutôt intéressant parce que Seth Rollins va forcément être moins applaudi qu'un Jey Uso qui est le challenger. Et Seth Rollins, il y a toute cette histoire avec CM Punk qui revient là aussi pendant ce combat parce qu'à plusieurs reprises, le public va chanter pour CM Punk. Ça va rester tout ça et bien évidemment, tout ça est fait exprès. Mais ouais, au bout de 3-4 minutes, je sentais qu'il y avait l'alchimie. Je sentais que c'était fluide. Je sentais que les deux allaient nous faire quelque chose de grand, quelque chose de fort, quelque chose de très bon. Et en plus de ça, ils vont y rajouter du suspense. Je ne sais pas s'ils vous ont eu, vous. Autant sur le premier splash de Jey, le tombé qui suit, j'y crois pas une seule seconde. Autant sur le deuxième spear de Jey, plus l'enchaînement du splash du haut de la 3e corde. Là, j'avoue que sur le tombé,
il y a une partie de moi qui y a cru. Il y a une partie de moi qui a cru que Jey Uso allait devenir champion du monde poids lourd à ce moment-là. Ils ne l'ont pas fait. Seth Rollins va réussir à s'en sortir, à porter son curse stomp et à gagner ce combat. Mais j'avoue que ce petit suspense rajouté avec ce deuxième spear, ce deuxième slash, ouais, il m'a fait frissonner, clairement. Et comme d'habitude avec Rollins, on voit toujours beaucoup de débats sur son règne, sur sa qualité in-ring, etc. Bref, dès qu'il faut répondre au présent, Rollins est là et nous sort de grosses performances. Bien évidemment, il en sort grandi, lui, de ce match. Il a porté qu'un curse stomp et il a gagné ce combat. Et ça me va, c'est le champion du monde depuis des mois et des mois. Ça me va qu'il en sorte grandi et ça me va qu'il paraît plus fort que tout le monde. C'est le champion du monde depuis des mois et des mois. Donc ça ne me pose pas de problème. L'après-match, bien évidemment, avec un Drew McIntyre qui va s'en prendre à Jey Uso, avec le Claymore qui va s'en prendre à Rollins d'ailleurs aussi, qui va vite le faire voltiger, qui va vite l'envoyer loin de Jey Uso, et il va ensuite faire passer Jey Uso à travers la table des commentateurs. Bref, on a un Drew McIntyre qui a totalement effectué son heel turn, là pour le coup il n'y a plus aucun doute, et qui va tout détruire du côté de Raw. C'était Sami Zayn en début de show, c'est Jey Uso maintenant, et je pense que la destruction de Jey Uso va durer quelques semaines, voire possiblement jusqu'au Royal Rumble pour qu'on ait un combat entre les deux en 1 contre 1. Bref, un Raw qui se termine vraiment de la bonne des manières. Bilan de ce Raw, eh bien de mon côté, on est sur un bon 9 sur 10. Je sais pas si j'abuse, mais clairement c'était un Raw basé sur la qualité in-ring. C'était un Raw où on a eu énormément de combats, assez longs d'ailleurs. Et ça m'a plu, ça changeait de d'habitude, j'aime bien ce changement où des fois vraiment on a très peu de combats, de matchs très longs avec énormément de segments de promos. Et bien là cette fois-ci c'était totalement l'inverse, on a très peu de promos et beaucoup de combats qui globalement étaient bons, globalement étaient de qualité, plus ce main event, forcément un match pour le titre de champion du monde, un match de grande qualité. Franchement, je vais pas bouder mon plaisir, j'ai vraiment passé un excellent moment devant ce show. Et c'est très important de sortir ce genre de show là parce que le Royal Rumble c'est dans très longtemps, il va falloir tuer ce temps. Et donc sortir ce genre de show qui pour moi sont vraiment de grande qualité, c'est important pour garder la hype pendant ces 2 prochains mois. Et si on peut avoir ce genre de show quasi chaque semaine jusqu'au Royal Rumble, bah, ce serait très plaisant. Bref, comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre le pouce vers le haut, de vous abonner. Et nous on se retrouve dès demain pour ma review de NXT. Salut